Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de vous présenter le 12e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2001, lendemain du 6 mai, date à laquelle se tenait le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui a vu la victoire de Nicolas Sarkozy et la défaite de Ségolène Royal par 47 pour Mme Royal et 53 pour M. Sarkozy, à quelques décimales près. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir André Berkoff. André Berkoff, bonjour. Bonjour, Claude Reichmann. C'est un double plaisir pour moi de vous accueillir. D'abord parce que vous êtes l'homme qu'il fallait pour parler de cette élection présidentielle, que j'ai failli présenter depuis le Sénat romain, car vous êtes aussi Caton, et donc c'eût été une bonne chose, mais étant donné les déplacements un peu difficiles, nous avons préféré enregistrer cette émission à Paris, et j'ai pensé aussi vous demander si nous pourrions faire l'émission en latin, mais vous m'avez dit que vous le parliez couramment, mais avec un peu plus de difficulté que le serbo-croate, et donc nous allons nous tenir au français. Alors, André Berkoff, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter très longtemps. Vous êtes écrivain, journaliste et également quelqu'un qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, ce qui est une chose très agréable et qui est quand même assez rare dans les milieux de la presse. Non pas que les journalistes n'aient pas envie de le dire, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Donc j'ai pensé qu'il serait utile pour nos téléspectateurs de découvrir vos analyses à l'occasion de ce deuxième tour. Alors, que vous inspire la victoire de M. Sarkozy et la défaite de Mme Royal? Écoutez, d'abord, quelque chose qu'on a dit, mais je pense qu'il est important de le répéter. D'abord, ce civisme et ce réengagement, je dirais. Vous savez, Marcel Boucher avait parlé du réenchantement du monde. Et je trouve qu'on peut parler quelque part d'un certain réenchantement de la politique. Vous êtes d'ailleurs arrivé avec un certain sourire aujourd'hui. Oui. Une forme de réenchantement. Oui, absolument. Moi, je trouvais que c'était bien, vraiment bien, que 85% des Français soient allés voter. Ce qui, franchement, n'était pas évident, eu égard à ce qu'on pense des hommes politiques, eu égard, vous savez, au côté un peu cynisme, résigné, guignol et compagnie. C'est bien, je n'ai rien contre les guignols, au contraire, mais je veux dire, il y avait une espèce de doxa, comme ça, de pensée dominante, de dire, ah ben les politiques, tout ça sont, non pas le tous pourris, mais tous ridicules ou tous bouffons. Là, on a montré que, justement, que les enjeux de ce qui se passe en France par rapport à l'Europe, par rapport au monde, commencent à être vraiment perçus par une majorité de gens. Et que, en tout cas, ces gens se sont dit qu'ils votent pour l'un ou pour l'autre, qu'il ne fallait pas faire semblant d'être en dehors et de se dire ce n'est pas important. Ce veut dire aussi, je crois qu'il faut le dire, à des moments où on parle beaucoup de la démocratie participative, qui a été très, je dirais, héraldisée par l'une des protagonistes, en l'occurrence Madame Royal, il est bon que la démocratie représentative a montré qu'elle n'était pas morte et qu'au contraire, c'est turiféraire et en tout cas les gens qui y croyaient étaient encore là. Donc de ce point de vue, oui, j'en suis plutôt réjoui. Bilan démocratique satisfaisant. Personnellement, je suis un petit peu moins optimiste que vous, non pas sur le constat que je partage entièrement, mais sur les suites, car il est évident que cela engage. Celui qui est aujourd'hui l'élu de la nation ne peut pas se permettre de la décevoir. En tout cas, il l'a dit lui-même, je ne vous décevrai pas. Ça m'a fait un petit peu penser au général de Gaulle, je vous ai compris, et je me demande si nous n'allons pas vivre, mutatis mutandis, un autre phénomène du même type. Par ailleurs, il y a également, à propos de la déception, un mot qui m'est revenu lorsque j'ai entendu M. Sarkozy proférer cet engagement, c'est celui, dans un autre style tout à fait, de David Niven, le fameux acteur britannique, à qui on demandait ce qu'il pensait d'Errol Flynn, qui était... Ça remonte à loin, n'est-ce pas? Autre acteur célèbre. Autre acteur célèbre et qui avait évidemment une certaine propension à l'alcool, que n'a pas du tout M. Sarkozy, qui ne boit pas une goutte d'alcool. Et David Niven disait, avec Errol, on n'était jamais déçu, c'était à chaque fois pire. Donc voilà un petit peu entre les deux écueils qui vont Vous me frappez par votre optimisme débordant. Voilà, absolument. Non, cela dit, je pose des questions plus que je n'affirme. Voilà, il y a l'affirmation. Je crois qu'il y a deux choses à dire. D'abord, et je ne dirais pas comme un certain Charles, non pas de Gaulle, mais Pasqua, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je crois qu'effectivement, par rapport à de Gaulle et à Je vous ai compris, je crois que chacun sait, que ce soit Sarkozy, Royal ou autre, qui ne peut pas se permettre de se contenter de dire
des boniments, parce qu'il sait très bien que avant même la fin du quinquennat, si vous voulez, je crois qu'on a dépassé la stagnation Chirac. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chirac? Chirac est arrivé en 95 avec la fracture sociale, il a fait des tas de choses. 4 mois après, il a changé complètement de discours. Et il y a eu cette espèce de ces 12 ans, que je considère, moi, comme 12 ans d'une relative stagnation, quand même, où les choses, heureusement, sont faites, parce que la France est quand même un grand pays, n'est pas une république totalement bananière, faut pas exagérer, et que les choses se sont faites. En revanche, aujourd'hui, on sait très bien que par rapport à la mondialisation, que par rapport à l'économie, que par rapport au chômage, que par rapport à la fuite des cerveaux, que par rapport à un certain nombre de choses qui se passent, on ne peut pas faire comme si business as usual, comme les Américains, continuer les choses comme elles se passent. Sarkozy a plu et a vaincu par un langage, non seulement un langage volontariste, mais en disant très précisément ce qu'il allait faire. Je ne pense pas qu'il a besoin de tout faire. Je pense que s'il arrive à faire les 2 ou 3 ou 4 mesures symboliques qu'il a commencé à faire, par exemple le service minimum, par exemple les 2 emplois exonérés, vous savez les heures supplémentaires, pardon, c'était Bayrou, exact. Là je confonds. C'était les heures supplémentaires exonérées. Ensuite comment on appelle ça, l'histoire des 35 heures, réaménagée complètement et surtout abandonnée par les PME à l'hôpital et ailleurs. S'il arrive à mettre en place, et surtout et aussi, je dirais, une certaine tolérance zéro, même vis-à-vis de certains mineurs, etc., si vraiment il montre qu'il est dans ce qu'il a dit, il commence à appliquer. Je pense qu'il peut créer une dynamique qui peut donner quelque chose. Encore une fois, j'en sais rien. Il sera évidemment jugé à ses actes. Et vous savez, c'est l'histoire des copropriétaires de la République qui élisent leur syndic. Le syndic, 1 fois par an ou 2 fois par an, on a des assemblées générales et où il rend compte. C'est évident qu'il aura à rendre compte, et s'il ne rend pas compte, vous savez, je me rappelle, vous avez cité De Gaulle et autres, je citerai Ivan Illich, le philosophe de Cuernavaca, qui disait qu'en dans une société, le taux de frustration dépasse le taux de production, il convient de s'inquiéter. Nous sommes à ce stade-là où le taux de frustration pratiquement dépasse le taux de production. À Sarkozy de prouver qu'il est capable de renverser la vapeur. Alors si je comprends bien, Caton n'a pas le pouce baissé, il n'a pas le pouce levé complètement, il a le pouce horizontal. Disons qu'il a le pouce horizontal et l'œil vigilant. Et l'œil vigilant. Le contraire m'est étonné venant de vous. Alors, bien sûr, je vais m'efforcer non pas de tempérer votre optimisme relatif, mais d'essayer de poser les questions telles que je les vois. Il y a quand même une constante en politique, c'est que les promesses ne sont pas toujours tenues, mais il est rare, je le dis souvent, qu'on tienne les promesses qu'on n'a pas faites. En l'occurrence, les promesses de Nicolas Sarkozy sont quand même relativement importantes. Quand il dit qu'il va revaloriser la valeur travail, c'est important. Quand il dit qu'il va faire en sorte d'en finir avec cette espèce de remords permanent qui afflige notre société, tout ceci, ça implique de véritables révolutions culturelles, mais la pire des révolutions, si je puis dire, la meilleure et la pire à la fois, la pire si on ne la fait pas, c'est celle qui affecte les comptes économiques et sociaux. Or, dans ce domaine, il s'en est tenu quand même, disons-le, à l'écume de la vague, car les heures supplémentaires, c'est très bien si tout le monde fait des heures normales, mais là il y a encore 3 millions de chômeurs officiels, je dis officiels parce que c'est ceux qui ont le droit de défiler aux Champs-Élysées chaque année, mais il y a 5 à 6 millions de chômeurs véritables en France, et améliorer les heures supplémentaires ne va pas, eux, les réjouir particulièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les comptes sociaux, ils sont ce qu'ils sont, et si on ne fait pas les vraies réformes, je pense en particulier, parce que vous connaissez bien la fin du monopole de la sécurité sociale, ce sera difficile également. Mais le pire des handicaps, à mon avis, c'est celui de l'équipe. Il arrive, Nicolas Sarkozy, avec un certain nombre de principes relativement forts et avec un certain nombre d'engagements, et pour les appliquer, eh bien, il a à sa disposition ceux qui ont échoué tout le temps, dans tous les domaines, depuis 30 ans, où il n'était pas tout le temps au pouvoir. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme un type qui engagerait son équipe dans le Tour de France, avec 9 coureurs qui n'ont jamais avec les défis du Paris-Roubaix. Voilà. Donc c'est un petit peu un autre aspect inquiétant. Je voudrais vous répondre à ça. Moi j'ai l'impression, mais là encore une fois, on ne peut
pas spéculer sur des choses qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'ai l'impression qu'il est tout à fait conscient de ça et que l'équipe va surprendre. Quand je dis l'équipe, ça va surprendre d'abord, par le fait que beaucoup de gens avaient, il y a 30 ans et 10 ou 20 ans, n'étaient pas au pouvoir. Je pense qu'il y aura plus de gens jeunes, entre guillemets, disons quinquagénaires comme lui ou quadragénaires, qu'on ne croit. Je pense qu'il va être assez conscient de cela pour prendre des gens qui vivent quand même en 2007 et pas avec un logiciel fabriqué dans les années 60 ou 70. En tout cas, je le souhaite. C'est pas une question d'âge. Vous savez, Janson disait qu'il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ont été formés dans un certain moule, et ne parlons pas du moule énarchique, que l'on connaît bien et dont on a vu les brillants résultats à gauche comme à droite, mais je pense qu'il y a, je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais je pense à une Rachida Dati, je pense à un Pascal Clément, je pense à des gens comme ça. Bon, et puis d'autres, enfin, si vous voulez, je pense à un Jean-Louis Bourlange, le député européen, je pense à des gens comme ça, qui quand même raisonnent assez bien et qui ont une vision des choses assez claire. Et je pense à une chose, parce que moi j'ai été très étonné au début, étant moi-même passé par 68, quand Sarkozy s'est mis à attaquer, bille en tête, l'idéologie m'est sortie, il faut en finir mais 68. Je me disais moi-même, mais enfin, qu'est-ce qu'il a ressuscité? 68, c'était il y a 40 ans. Qu'est-ce que c'est que ce combat contre des vieilles lunes? Bon. En fait, il l'a fait pour des motifs purement stratégiques, c'est-à-dire, il voulait dire, il y a une manière de traiter du laxisme, du tout est dans tout, du tout se vaut, il faut quand même attaquer ça très fortement. C'est-à-dire que ça parlait de la méritocratie comme il en a parlé, et la réhabiliter les valeurs. Ça a l'air comme ça, on se dit oui c'est très bien, mais c'est de la philosophie, c'est sympathique, c'est une bonne chose pour nos et banquiers, y compris républicains, mais est-ce que ça change quelque chose à ce que vous disiez, c'est-à-dire au curseur économique? Je crois que tant qu'on ne met pas les gens dans une espèce de que celui qui travaille le mieux gagne le mieux, que celui qui vraiment a la meilleure valeur, qui est une méritocratie, qu'il y ait un audit, qu'il y ait un dégraissage de l'État, c'est vrai qu'on ne fera rien. Vous savez très bien qu'au Canada, en Suède, en Norvège et ailleurs, on parle beaucoup de toutes ces démocraties-là. Il y a eu quand même, moi j'ai écrit un livre sous le nom de Catherine Médicis, toujours mon goût des pseudonymes, et j'ai regardé ce qui s'est passé au niveau du dégraissage de l'État. Il y a eu vraiment des audits où Louise Bourgeois, la ministre québécoise, a dit c'est très simple, elle a envoyé une note à une quinzaine de ministères, a dit c'est extrêmement simple, vous allez réduire votre train de vie de 10%. Et ça va être comme ça. Vous débrouillez comme vous voulez, ça va être comme ça. Au début, tout le monde a hurlé, ça s'est fait. Ils ont réduit de 10 à 12% et ils ont réduit les chiffres du chômage et de la dette de moitié. Donc, si c'est faisable au Canada ou au Québec, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas faisable chez nous. Je crois que, en fait, tout va dépendre de là. Où Sarkozy marque non seulement un volontarisme, mais il acte ce volontarisme, et il arrive à l'acter. Quand je dis à l'acter à l'apostrophe, c'est-à-dire qu'il arrive à faire ce que Thatcher a fait en Angleterre, malgré qu'il y ait 200 000 ou 300 000 personnes, voire 1 million dans la rue, je ne déroge pas, comme Juppé en 95, comme Villepin avec les CPE, et comme tous, la gauche aussi. Bon. Il est là le problème, parce que si il gagne une de ces étapes-là, je ne dis pas que tout va s'arranger par miracle. Vous avez raison, il y a plutôt 5 millions de chômeurs, il y a plutôt cela. En revanche, le fait de dire par exemple qu'un chômeur ne pourra pas refuser un emploi au bout de 2 refus, il sera obligé d'accepter telle ou telle chose, ça va quand même dans un sens qui me paraît le bon sens. Mais qu'il n'a pas encore fait ni promis. Enfin, il en a parlé. Ah si, il s'est engagé là-dessus. Il a dit qu'un chômeur qui refuserait, qui refuserait plus de 2 fois un emploi, n'aurait plus droit à cette allocation. Donc, va-t-il le faire ou pas? Voilà, c'est une interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais si vous voulez, en tout cas, c'est un langage qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Si vous voulez, d'habitude, on entendait des grandes promesses générales. Si vous voulez, par exemple, et pour aller plus loin, ce n'est pas le rôle d'un président de la République, mais je suis assez content qu'il ait parlé, on parlait de sécurité sociale, des dents et des lunettes. Il disait, je ne vois pas pourquoi, alors après, que les dents et les lunettes ne soient pas remboursées, alors que les dents et les lunettes, je suis bien placé pour le savoir, est quelque chose qui coûte très cher. Donc,
tout ça, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Mais je trouve qu'il y a une ouverture et un sens du détail qui me paraît intéressant. Alors, nous n'aurons pas très longtemps à attendre, puisque les présidents de la République, quand ils arrivent, sont jugés pratiquement, comme tout gouvernant d'ailleurs, sur les 100 premiers jours. Non pas qu'on attende d'eux qu'ils fassent tout en 100 jours, mais ils ont quand même à donner les grandes orientations et à donner la preuve également de leur volonté de faire les choses. Mais nous avons un autre aspect des choses qu'il faut également considérer, c'est le fait que Madame Royal a certes été battue, mais pas d'une manière écrasante. Il y a donc une opposition qui existe, qui est faite d'une part de socialistes assez fortement ancrés dans leurs croyances, d'une extrême gauche qui n'a pas disparu, même si elle a beaucoup baissé, et puis, pourrait-on dire, d'un certain nombre de centristes, dont certains sont en dissidence, dont d'autres ont rejoint les rangs de la nouvelle majorité, mais qui sont tout prêts, éventuellement, à réagir. Donc, comment estimez-vous aujourd'hui les forces de cette opposition, qui n'est pas toujours très cohérente d'ailleurs? Vous voyez, moi, je vais vous dire, je viens quand même, moi, de la gauche, et je ne l'ai pas lâché. Ce qui m'a absolument navré dans cette histoire, normalement, franchement, s'il y avait une stratégie, et surtout, s'il y avait un programme à gauche, ils auraient dû gagner. Je veux dire, l'alternance, on l'a dit, c'était leur tour. Et en France, l'alternance, depuis la Ve République, elle s'est produite. Parce que après De Gaulle et Pompidou, je me souviens, c'était Giscard, qui n'était pas spécialement gaulliste. Ensuite, Mitterrand, etc. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, c'est là où c'est intéressant. Vous avez raison, la gauche est importante, et Ségolène Royal a tout de même fait 47% des voix, ce qui n'est pas du tout négligeable, bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est que, de quelle gauche on parle? Et ça, il faudra, et à mon avis, c'est très bénéfique pour la gauche que Ségolène Royal a été défaite, parce que il faudra enfin que le Parti socialiste se définisse. Si vous voulez, l'Allemagne a fait son Bad Godesberg il y a 50 ans, le New Labour de Tony Blair date il y a 15 ans, il n'y a que la France où on ne sait pas, je veux dire, on ne peut pas dire, alors, M. Besancenot est de gauche, très bien, M. Strauss-Kahn est de gauche. Si on regarde les programmes de M. Besancenot et le programme de M. Strauss-Kahn, franchement, on ne peut pas dire que ce soit les mêmes. Ça n'est pas le même monde. Besancenot est plus proche de Bayrou, Strauss-Kahn est plus proche de Bayrou que de Besancenot. Bien. Alors, au départ, il y a quand même quelque chose. C'est que le jour où ils diront, il y a la gauche radicale et intermondialiste. Très bien, elle a tout à fait le droit d'exister, elle a sa cohérence. On peut être pour, on peut être contre, c'est un autre problème. Bien. Et puis, il y a cette gauche social-démocrate, qui n'ose pas et qui n'a pas osé jusqu'à présent, car rappelez-vous que quand Rocard et Kouchner ont osé dire une semaine avant le second tour, ce qui était enfin le premier, disant il serait bon que la gauche et le centre peut-être se rapprochent. Rappelez-vous les cris d'orfraie. Bayrou est plus à droite que Sarkozy. Bayrou est infréquentable. Bayrou a commencé à être fréquentable, comme il a dit lui-même, qu'au soir des résultats du premier tour. Bien. Ça témoigne simplement d'une pusillanimité et d'une timidité idéologique terrifiante. Enfin, pour moi, il est là le problème. C'est que s'il s'était défini en disant, voilà, nous voulons être un parti social-démocrate, nous sommes pour la solidarité, mais l'économie de marché, etc., 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 et en disant, nous sommes ouverts de ce point de vue, nous sommes proches de M. Bayrou et de ceci, la physionomie aurait été totalement différente. Alors, de ce point de vue-là, j'ai observé que, finalement, M. Bayrou et M. Sarkozy ont une démarche assez semblable. Non pas sur la façon de se présenter, ni sur les éventuelles alliances, mais sur le fond du problème. Au fond, et j'ai écrit un article à ce sujet, Bayrou se voyait bien dans Gorbatchev du système, un système assez communisant dans lequel nous vivons, et sa tentative a échoué, mais il avait autour de lui des gens qui, à gauche comme à droite d'ailleurs, étaient assez décidés à faire des réformes. Finalement, Sarkozy fait la même chose. Alors le tout est de savoir si, comme Gorbatchev, il veut simplement prendre le château, c'est-à-dire prendre le pouvoir et l'exercer de la manière la plus convenable qui soit, mais en maintenant le système, ou s'il veut abattre le système. Alors, je ne dis pas dans les consciences, et donc je ne peux pas vous dire ce qui, à mon point de vue, est la réalité des choses, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'on va le savoir très vite. Car ou il prend des mesures qui, si elles n'ont pas d'effet immédiat, auront quand même des effets profonds, et dans ce cas-là, nous saurons qu'il veut changer le système, ou bien alors il fait de l'homéopathie, ou même un peu mieux que de l'homéopathie, oui, mais de l'homéopathie légère, et dans ce cas-là, nous saurons que le but était simplement de prendre le château. Alors,
Tout à fait. Moi j'ai l'impression, mais encore une fois, je peux me tromper et pécher peut-être par optimisme naturel, c'est que si vous voulez, je crois que et Sarkozy, et Bayrou, et Royal, tout ça, n'auront plus le choix. Je m'explique. Je veux dire, ça va très vite. Il y a quand même la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Tous ces pays-là sont en train de foncer. On ne peut pas faire comme si nous vivions dans une planète Mars. On ne peut plus, en tout cas, dans une espèce de planète protégée, etc. On le sait. Même en Europe, on voit très 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 bien les contradictions entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, etc. Si vous voulez, je crois que ce soit Sarkozy ou qui que ce soit, si vraiment ils ne se rendent pas compte qu'on n'a même plus le choix d'attendre, parce que ce que vous dites était vrai encore dans les 30 Glorieuses et même 10 ou 20 ans après. Je parle des 30 piteuses, comme ça appelait un économiste. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé, mais ça peut durer encore. Quand je dis pas en bout de rouleau, on est arrivé au moment où on ne peut plus faire semblant et faire comme si, parce que je pense que le prochain épisode, très sincèrement, que ce soit Sarkozy ou autre, s'il ne prend pas de vraies mesures, le prochain épisode, ce sera dans la rue. Moi, je crois tout à fait, et là, je suis plutôt pessimiste qu'optimiste. Je pense, mais c'est valable aussi pour le communautarisme, c'est valable pour l'intégrisme, c'est valable pour une certaine chose. Il n'y a pas que l'économie. L'économie étant que le chômage va augmenter tout cela. Si on ne prend pas des mesures, je dirais, radicales, au vrai sens du terme, c'est évident que le prochain épisode, demain, dans un an, dans 2 ans, 3 ans, ce sera dans la rue qui se passera, et auprès duquel, manifestation auprès desquelles, mais son tweet ne sera qu'une fête d'une partie de campagne paroissiale. Parce que ça ne se passera pas dans le peace and love et on s'aime, justement, de cette chère Ségolène. Ça se passera dans l'affrontement assez dur. Parce que, pourquoi? Quand vous avez une classe moyenne qui se paupérise, je parle de la classe moyenne inférieure, enfin... la vraie classe moyenne. La vraie classe moyenne, voilà. Si elle sait que l'ascenseur social ne fonctionne plus, il ne fonctionne qu'en descendant, c'est évident qu'à un moment donné, ils diront basta così. Enfin, je sais pas à vous que je dirais les retraites, les gens qui vivent beaucoup plus longtemps, un actif qui va payer pour 2 retraités, enfin j'exagère, mais paye actuellement, qui va payer pour un. Voilà, pour un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, les gens diront attendez, on n'en peut plus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout homme politique ou femme politique digne de la fonction, en tout cas, ne peut que se préoccuper parce que nous arrivons au choix où elle n'aura même plus le choix entre repeindre les barreaux et faire de la couture. Pour moi, Chirac a été le dernier couturier, le dernier grand couturier, enfin bon, le dernier couturier. Aujourd'hui, on pourra plus se le permettre. Et plus ça va, moins on pourra se le permettre. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'effectivement, l'imminence des problèmes est telle que l'actuel président de la République, celui qui vient d'être désigné, n'a pas de temps devant lui. Et je crois en outre que les électeurs s'en rendent compte très très bien. Ils l'ont dit plus ou moins clairement, mais j'ai entendu comme vous pas mal de micro-trottoirs où les gens disent bon, il faut qu'ils le fassent car sinon ça risque d'aller très mal. Alors, on peut à cela ajouter le fait que j'ai lu comme vous et comme la plupart des observateurs très attentivement les programmes. Bon, celui de Ségolène Royal était dans un vague absolu, donc à part le fait qu'elle disait je veux et qu'elle marchait sur l'eau, pour le reste, il n'y avait pas grand-chose. En revanche, le programme de Sarkozy baignait dans une contradiction qu'aujourd'hui encore je ne m'explique pas très bien. Il y avait un grand volontarisme et des expressions fortes comme celles que nous avons rappelées au début de notre émission, je ne vous décevrai pas, etc., etc. Et puis, quand vous regardez le programme, vous apercevez qu'au fond, le volontarisme est extrêmement ténu. C'est-à-dire que vous avez des mesures comme celle des heures supplémentaires, on peut y ajouter, par exemple, une déclaration comme celle qui consiste à dire nous allons travailler plus, récompenser le travail, ce qui nous permettra de donner plus d'argent à notre protection sociale. Là encore, il y a une contradiction manifeste, parce que ce qu'il faut, c'est en donner moins. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver, puisque les cotisations sociales représentent, tout le monde le sait, pratiquement plus du tiers même du produit intérieur brut. Donc, ce sont ces contradictions qui sont inquiétantes et qui font qu'on peut réellement se demander s'il a bien mesuré les conséquences de ces actes. Alors, vous qui êtes un psychologue réputé, parce que vous avez sondé les reins et les cœurs pendant longtemps et vous continuez de le faire, que pensez-vous de la personnalité réelle de Nicolas Sarkozy?
Difficile à dire. Tout est là et toute la, si vous voulez, toute la, comment dirais-je, tout le mystère est là. Il a réussi en tout cas, incontestablement, à se maîtriser. Tout se croyait que même pendant la campagne, il avait, comme on dit vulgairement, pété les plombs. Il a fait attention. Ce qui n'augure en rien de la suite. Je crois, pour parler psychologie, je crois qu'il y a trois choses d'abord. C'est qu'il faut jamais oublier, et là je quitte la psychologie mais j'y reviens, que tout homme politique aujourd'hui en Occident et surtout en France ou en Europe, sa marge de manœuvre, on la connaît, elle est quand même relativement étroite. Vous savez très bien, il y a l'Europe, ou alors à moins qu'on quitte l'Europe, c'est un autre problème. Ça paraît quand même difficile. On sait très bien quand les directives européennes entre la règle de la majorité, enfin de l'unanimité, etc. Voilà. Donc, tout ça complique encore la tâche, d'ailleurs, quelque part, parce que le président n'est plus seulement monarque en son royaume, même s'il a des pouvoirs énormes, surtout dans le régime français, il n'est plus. Alors, est-ce que Sarkozy tiendra le coup? Moi, je pense que quelqu'un qui, en tout cas, a une telle volonté, parce qu'il ne faut pas oublier que Sarkozy, tout le monde a essayé de l'éliminer. D'abord chez les Chiraciens, dans son propre camp. Oui. Ensuite, évidemment, la gauche, ce qui est normal. Il a quand même, lui, alors, à la manière de Chirac, il a flingué ce qui était autour de lui est arrivé. Maintenant, effectivement, la question est très 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 simple, c'est que ou il fait le roi fainéant, comme son illustre prédécesseur, et, comme vous dites, il ravaude sans rien faire, mais encore une fois, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour ravauder, parce que on se chargera de lui rappeler, cette fois-ci, qu'il faut vraiment que ça bouge. Ou alors, il entreprend en profondeur des choses, et je vais vous citer un exemple qui a été que j'incite vos spectateurs, les internautes de votre site, à regarder ces deux documentaires qui ont été faits l'un sur Longue Vie et, vous savez, les Assiéries de Lorraine, et l'autre sur l'équivalent, je ne me rappelle plus le nom, en Angleterre. C'est-à-dire les mêmes zones, ils ont choisi les mêmes zones, Angleterre, Lorraine, bien. En Angleterre, dans les années 80, Asyrie terrible, chômage terrible, etc. Thatcher a décidé de transformer la zone en zone de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, au bout de 25 ans, des manifestations énormes, il y a 4% de chômeurs. Longue Vie, on a amené Daewoo, les Coréens, on a donné des subventions, ils sont partis avec, et il y a 17% de chômeurs. Donc, voilà. Différence de méthode. Et par conséquent, leçon à retenir. Voilà. Alors le tout est de savoir s'il la retiendra. Voilà. Eh bien, nous allons laisser le suspense entier pendant la brève pause technique que nous allons maintenant observer, et nous reprenons tout de suite le cours de notre émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, au cours de laquelle nous évoquons les suites de la victoire électorale de M. Sarkozy au scrutin d'hier, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 mai, et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir André Berkoff, qui est non seulement l'auteur de livres importants et qui ont eu évidemment du succès et du retentissement, mais qui est un journaliste réputé, et qui est en outre un grand sénateur romain sous le nom de Caton, où il a illustré effectivement toutes les critiques qu'il fallait faire au régime. Mais enfin, ça n'est pas aujourd'hui sous simplement les auspices de Caton que nous nous plaçons, puisque un certain optimisme, semble-t-il, s'est manifesté au cours de la première partie de cette émission, optimisme un peu plus important du côté d'André Berkoff que du mien, mais je ne demande qu'à être convaincu que tout ira mieux, n'étant pas par définition partisan de la politique du pire. Alors, André Berkoff, vous venez de nous dire ce que vous pensiez de la psychologie de Sarkozy. Bon, la psychologie est une chose, les réalités sont une autre, mais enfin, je crois que nous avons assez bien, au cours de cette première partie, cerné le problème. Alors, ce que nous allons avoir à affronter maintenant, c'est évidemment un phénomène qui, en psychologie également, est assez compliqué à mener, c'est le changement des mentalités. Car il ne suffit pas de prendre des mesures dans un contexte général favorable, auquel cas les difficultés ne sont pas immenses. Et là, nous avons vécu pendant des années et des années, vous êtes de ceux qui ont fustigé cet état d'esprit, un état d'esprit totalement irréaliste. C'est-à-dire nous avons vécu dans un monde totalement fantasmatique, et aujourd'hui, tout d'un coup, poussé par la nécessité, et poussés par les réalités politiques, nous allons devoir changer. Alors, est-ce que vous pensez que les Français sont mûrs pour ce changement, ou est-ce qu'ils vont y opposer une résistance aussi désespérée que farouche. Je veux dire, c'est une des questions évidemment qui est posée, et vous avez tout à fait raison de la formuler ainsi. Moi, je la formulerai un peu autrement, mais
ça revient à cela, mais il faut vraiment savoir, est-ce qu'on a envie, l'alternative est assez simple. Ou la France devient, je dirais, pour être un peu tranchant, une maison de retraite à soins palliatifs avec infirmier slovène, directeur turc, sponsor chinois au fonds de pension, où on serait, voilà, une espèce d'assistanat généralisé dans laquelle on est, ou l'autre face étant l'autre face de la même médaille étant le parc d'attractions patrimonial où les touristes viendraient du monde entier, on mettrait quelques intellectuels en cage, on leur jetterait des cacahuètes, ils réciteraient des vers de la fontaine. C'est une image qui va faire plaisir à vos collègues intellectuels. Tout à fait, oui. Et ils réciteraient du fond de la bruyère devant les touristes japonais qui les photografieraient et qui prendraient quelques films avec leur portable. J'exagère à peine, parce que, effectivement, on peut dire, certains peuvent avoir le désir, comment dirais-je, d'un Monaco avec beaucoup plus d'art de vivre, etc. Après tout, la cuisine, les fromages, les petites femmes de Paris, etc. Bon. Pour ceux qui auraient d'autres ambitions, et franchement la France a eu une histoire qui permet quand même d'autres ambitions, c'est là où on revient. On se dit après tout la France, encore 5e puissance du monde, qui perd des points, mais qui après tout a encore beaucoup d'atouts. Est-ce qu'elle pourrait jouer toujours un rôle premier? Et franchement, toute personne qui aime son pays aimerait qu'il joue un rôle premier, en tout cas important, dans le concert des nations. Pour cela, il faut qu'on sorte de trois choses. Enfin, il faut qu'on sorte de 3 ornières. La première, vous l'avez souligné, enfin vous l'avez sous-entendu, c'est évidemment l'assistanat. C'est-à-dire que nous avons eu l'habitude, pour des raisons, on ne peut pas revenir sur le jacobinisme et autres, et d'ailleurs qu'a cultivé admirablement Ségolène Royal, qu'un écrivain appelait la Dalai Mama, parce que non seulement elle marche sur l'eau, mais elle guérit les écrouelles. Et je regrettais d'ailleurs que son émission de télévision, vous savez, où elle s'est avancée vers cet homme qui était en chaise roulante. Voilà. Et elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle aurait dû lui dire lève-toi et marche. Il se serait levé. Et à la TF1, il y aurait eu une espèce de grande apothéose. Bon. J'exagère un peu, mais à peine, non. Je veux dire par là, où on joue l'assistanat généralisé, et on sait à quoi ça, mais on n'a plus les moyens. On aurait eu les moyens. Vous savez, avant le gâteau était grand, dans les 30 Glorieuses, et il y avait les miettes à redistribuer. Aujourd'hui, le gâteau s'est rapetissé, il n'y a plus de miettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc, première chose, l'assistanat. Et là, il faut vraiment se dire, ne laissons personne sur le bord de la route. Moi, je suis absolument pour qu'on soit solidaire des gens qui sont handicapés, qui ont vraiment des problèmes de la vie. On ne laisse pas crever les faibles, jamais au contraire. Et c'est un honneur du système de les... Mais en revanche, toute personne qui a bras, tête et jambes doit assurer et travailler et assurer ce qu'elle a assuré. Alors c'est ça justement la mentalité. Est-ce que les gens sont prêts à ce passage? J'ai tendance à penser que oui, dans la mesure où le vote est quand même sans ambiguïté. C'est un petit peu ce que les électeurs ont voulu dire. Voilà. Mais il va y avoir des résistances organisées. C'est évident, voilà. Mais si vous voulez, il faut commencer quelque part. Ce qui est intéressant dans la démarche sarkozienne, enfin ce qui m'a plu, c'est qu'il n'a pas éludé ce passage-là. Il n'a pas dit, mais non, on va continuer à s'occuper de vous, on va s'occuper de tout le monde. Et tout ça. Il a dit, écoutez, on peut pas, on peut plus. Bon, alors, est-ce que les résistances vont être plus fortes ou pas? Ça, effectivement, l'avenir, et comme vous dites, l'avenir assez rapidement nous le dira. Mais après cet assistanat, etc., il y a aussi autre chose qu'il faut mettre. La méritocratie. Je veux dire, il y a des pans entiers de la société qui ne veulent pas entendre parler de notation, d'évaluation, etc. C'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi, moi je suis pour l'égalité, mais l'égalité des chances, l'égalité au départ. Après, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui travaille mieux et plus que d'autres n'ait pas les bénéfices de cela. Mais ça veut dire aussi, là aussi, que on traite de la même façon le patron voyou, sur le patron qui a fait échouer son entreprise et qui part avec 8,5 millions d'euros. Et le politicien voyou, je veux dire, non? Et le politicien, oui. Par exemple. Je suis pour la tolérance zéro, mais quel que soit le statut. Oui, c'est la justice, c'est normal. C'est la justice. Donc, je dirais, d'un côté au fond, ce qu'on n'a pas fait, ce que disait Rawls aussi, ce qui est étonnant, c'est que, et même Sarko ne l'a pas souligné, il devrait dire quels sont les 2 piliers, enfin on revient aux fondamentaux, le marché et la loi.
le marché, l'économie de marché, parce qu'après tout, malheureusement ou heureusement, pour le moment, c'est ce qui marche le moins pire, enfin c'est le moins pire, le moins mal, et puis la loi pour corriger les excès ou les inégalités dans le marché. Je ne suis pas pour le renard libre dans le poulailler libre, mais je ne suis pas non plus pour l'enrégimentation bureaucrate dans des gens où les gens ils disent « Ah oui, mais il faut gagner exactement la même chose ». Et puis enfin, quand même très très important, leur corporatisme. Je pense que la personne, et on va voir s'il va le faire, en s'attaquant aux régimes spéciaux de retraite, vous savez très bien, RATP, SNCF, etc., même d'ailleurs, et ça je me fais vomir quand je dis ça, les intermittents du spectacle, mais moi j'aimerais que toute la France soit intermittent du spectacle à ce moment-là. Si je suis là pour travailler 507 heures et être chômeur pendant 12 mois, très bien. Mais pourquoi il y aurait une catégorie de gens qui le seraient et pas d'autres? Pourquoi les écrivains ne sont-ils pas des intermittents du mot? Hein? Je veux dire, moi j'aimerais bien, moi quand je fais un livre, je travaille beaucoup avant, beaucoup après, et je n'ai pas une once de chômage, et une once de retraite. Je vais avoir une retraite ridicule, parce qu'en tant qu'écrivain, on n'est pas de retraite. Alors moi je veux bien tout, mais à ce moment-là, la gauche devrait être la première à dire, attendez, égalité de traitement. Alors tout ça, c'est très important. Vous avez parfaitement raison, et c'est d'autant plus vrai que j'ai lu les deux points de vue qui sont apparemment opposés, mais qui sont complémentaires. Un observateur a publié récemment un article dans la presse, je crois que c'était dans Le Monde, dans lequel, c'était un Anglais d'ailleurs, un universitaire anglais, qui expliquait que finalement, c'est parce que la gauche ne s'était pas réformée que la droite ne pouvait pas être la droite. Et j'ai vu récemment un article qui disait exactement le contraire, mais ça allait dans le même sens. C'est-à-dire que si vous avez une droite qui est elle-même, rien n'empêche la gauche d'être elle-même. Quand vous avez une gauche qui est dominée par des idées folles, comme celle de l'ultra-gauche, vous avez une droite qui est terrorisée et qui fait des concessions sans arrêt, il semblerait qu'actuellement le mouvement, alors espérons qu'il se poursuivra, aille dans le sens de ce que l'on appelle une démocratie moderne, c'est-à-dire avec une droite conservatrice mais éclairée, et une gauche réformatrice et, je dirais, un peu plus sociale que bien la gauche. Alors on peut espérer cela, et justement je voulais vous demander, que pensez-vous du recul de l'ultra-gauche, parce qu'elle a quand même fait un score très modeste, un an, un peu plus, après avoir gagné avec d'autres le référendum contre la Constitution européenne. Eh bien, c'est là où il s'est passé quelque chose de très intéressant, parce que je dirais que, je dirais pas seulement l'ultra-gauche, il faut mettre en perspective deux choses. Effectivement, comme vous dites, la pulvérisation de l'ultra-gauche, parce que quand même, à part Besancenot, mais même Besancenot a fait 4,3, oui, mais regardez l'admirable Beauvais, qui a fait 1%, enfin, le Parti communiste, qui quand même, il faut se rappeler du temps de marché, était de 15 à 20%, est aujourd'hui à 1,5%. Et puis, parallèlement, la déconfiture du Front National, qui n'arrêtait pas de monter jusqu'à cette élection. Faut voir. Il était, en 83, il n'était rien. Regardez comme il était monté depuis plus de 20 ans. Il était monté jusqu'à près de 17% en 2002. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la droite, d'ailleurs, a commencé à se désinhiber. Mais la gauche aussi, il faut voir que Ségolène Royal, de ce point de vue, a fait du boulot avec Strauss-Kahn et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? La droite a commencé à dire, attendez, il n'est pas fasciste de parler de valeurs. Je ne suis pas un hitlérien obsessionnel si je dis qu'il n'est pas mauvais que les petites mémés ne se passent pas fracasser la tête quand elles rentrent chez elles. Bon. Commencez par dire ça, et puis commencez par dire ça suffit la repentance, ça suffit tout ça. Vous savez, tous les mots d'ordre qui consistaient à dire que l'esclavage, oui, il y avait un esclavage immonde, et Dieu sait si l'esclavage est immonde, mais que l'esclavage pratiqué par les Blancs. On ne parlait pas d'esclavage pratiqué par les Africains, on ne parlait pas d'esclavage pratiqué par les Arabes. Or, quand M. Grenouillot-Pétré, grand historien, a fait un bouquin remarquable sur les traites négrières, il a failli se faire expulser de l'université pour dire qu'il y a eu 3 esclavages, au moins aussi importants en Afrique et en Arabie, que chez les Blancs. Donc, il s'agit d'exonérer personne de ce qui a été une chose immonde, et qui est une chose immonde, c'est l'esclavage, mais parlons de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan et ailleurs. Alors, c'est un réalisme nouveau, donc. C'est un réalisme nouveau qui a commencé à gagner depuis ces dernières années. À partir de ce moment-là, une droite qui commençait à dire, attendez, faut quand même, on ne doit pas avoir honte et raser les murs, je parle idéologiquement. Donc ce n'est pas la satisfaction du nanti, c'est une satisfaction conceptuelle. Et à gauche,
Je veux dire, mais c'est quoi d'être de gauche? On se bagarre pourquoi? La gauche a toujours été, moi ce qui m'était de gauche, c'était quoi? C'était des idées de générosité, de justice, etc. Mais on n'est pas juste quand on choisit ses victimes. Moi ce qui m'a éloigné, c'est, il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Il y a des bons cadavres et des mauvais cadavres. Ou c'est des cadavres dans le sens d'histoire, ceux-là c'est des bons, c'est des cadavres dans le sens d'histoire, ça ne nous intéresse pas. On ne pouvait pas continuer comme ça. Donc il y a là un réveil à gauche comme à droite, qui pour moi est un réveil assez salutaire. Jusqu'où il ira, mais ça répond à ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que dans cette élection-là, contrairement à 2002, vous avez un recul de l'extrême gauche grâce au travail de voter utile pour le Parti socialiste, parce que ça a joué, ça. L'échec de 2002 était là pour... Absolument. Et du côté de la droite, Sarkozy a donné aux électeurs de Le Pen en disant, attendez, vous n'avez pas besoin de voter Le Pen, on peut considérer qu'un certain nombre de vos préoccupations ne sont pas des préoccupations fascistes, mais sont des préoccupations normales sur lesquelles on ne peut pas en vouloir. Je voudrais juste vous faire une citation que j'avais fait quand j'avais écrit Caton en 83, et c'est drôle, vous savez que Sarkozy a été très attaqué quand il a évoqué les gens qui égorgeaient des moutons dans la baignoire, en disant c'est quand même pas possible d'égorger des moutons dans la baignoire et que le sang tombe. Or, personne ne l'a relevé, cette image-là avait été employée en 82 par quelqu'un qui avait dit, écoutez, on peut pas en vouloir aux braves prolétaires français s'il voit, si son voisin en haut égorge le mouton dans sa baignoire et qu'il y a des traces de sang qui tombent sur son balcon, le type, ça lui plaît pas et c'est normal. Et qui disait ça? Monsieur Hubert Dubedou, maire socialiste de Grenoble. Il disait, on peut pas ne pas comprendre aussi cette différenciation culturelle. Qu'il égorge son mouton, oui, mais à l'abattoir ou ailleurs, mais pas dans sa baignoire. Donc, si vous voulez, ça c'était là, sauf que ça n'était pas entendu, ça n'était pas audible, parce que vous passiez pour un raciste odieux. Aujourd'hui, les gens commencent de tous bords à réfléchir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, il y a un autre aspect dans les déclarations de Nicolas Sarkozy hier soir, donc c'est tout à fait récent. Il a parlé de la France ouverte, généreuse. Alors, qu'il veuille ouvrir au camp qui n'a pas voté pour lui, c'est traditionnel. Tout président de la République élu dit la même chose. En revanche, il a eu vis-à-vis de ce qu'il faut bien appeler l'immigration, puisque c'est ça qu'il visait, des propos qui peuvent être ambigus, parce qu'en même temps, il a semblé dire que la France allait redevenir ou être encore ouverte à tout le monde, etc., etc. Ce qu'il n'a pas dit dans la campagne, il a même dit le contraire. Donc on peut s'interroger sur cette ambiguïté, et tant qu'il n'aura pas précisé les choses de ce point de vue-là, je pense que nous allons vers des tensions assez fortes. Écoutez, je crois qu'il a été assez clair. Non, je crois que quand il a parlé de France ouverte, encore une fois, que je défende Sarkozy me paraît assez amusant, mais bon, je crois que quand il parlait de France ouverte, c'était dans la première acception que vous avez évoquée. Je pense pas que c'était par l'immigration. Je disais, vous savez, quand il a dit qu'il faut respecter Madame Royale, parce qu'il faut respecter ceux et celles qui ont voté pour Madame Royale. Non, je pense qu'il a été très 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 précis sur le regroupement familial. Il a été assez précis sur les clandestins et les sans-papiers. Il a même dit que s'il y avait des enfants inscrits, oui, mais on ne pouvait pas accepter ça, sinon c'était la porte ouverte. Je crois que dans ses propos, y compris dans le débat, il a été assez précis. Maintenant, va-t-il appliquer cela ou pas, on va voir. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il a changé d'avis hier là-dessus. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, c'était Rocard qui disait, on revient toujours à ça, hélas, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'il est obligé de faire attention. C'est évidemment, personne ne peut s'en réjouir, mais hélas, et moi je suis allé suffisamment en Afrique et ailleurs pour savoir, ce qui est le terrible, c'est toutes ces dictatures et tous ces pouvoirs qui mettent l'argent dans la poche et qui l'envoient dans les banques suisses, américaines ou françaises ou anglaises et qui pillent leur propre pays. Pourquoi les gens ont envie de partir? C'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur propre pays. Et s'ils ne sont pas bien, c'est hélas en fonction des régimes. Alors, que l'Occident ait sa part de responsabilité, c'est évident, mais on ne peut pas tout mettre on ne peut pas tomber dans les sanglots de l'homme blanc et la culpabilité entretenue, justifiée et généralisée. Alors, autre aspect tout à fait récent également, hier soir, vous allez me dire que c'est peut-être de moindre importance, et c'est vrai, mais l'image est très importante. Cette campagne s'est faite presque intégralement sur l'image. L'image et le mot. Les réalités ont été un peu, non pas occultées, mais laissées de côté. On était dans le subliminal très souvent. Hier soir, M. Sarkozy quitte son QG de campagne et va manger un morceau au Fouquet's.
c'est quand même pas l'endroit où un président de la République soucieux d'unité démocratique doit se rendre obligatoirement. Je n'ai rien contre le Fouquet, ce qui est un honorable établissement, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une espèce de provocation, ou en tout cas de maladresse, parce que aller dîner aux Champs-Élysées alors que les banlieues sont ce qu'elles sont, alors je ne dis pas qu'il aurait dû aller dîner en banlieue, mais il aurait pu aller dans un restaurant dont l'aspect fasse moins showbiz. C'est possible. Mais je vais vous dire une chose, je voudrais juste revenir, peut-être corriger un peu, mettre un bémol en disant que cette campagne, vous disiez, s'est passée sur le mot et l'image. Oui et non, ça c'est aussi intéressant comme caractéristique. Moi je pense que si elle s'était passée que sur le mot et l'image, Ségolène Royal serait présidente de la République. Parce qu'elle était quand même, faut le dire, plus sexy que lui. Oui. C'est une belle dame, elle a quand même beaucoup de prestance, elle passe bien, sourit bien, c'est vrai, pas face à Angela Merkel, c'est Marilyn Monroe, enfin c'est Brigitte Bardot, je veux dire, bon, face à d'autres, même à Michel Bachelet et autres. Je pense, moi, que cette fois-ci, quand même, je dis pas le programme, hein, mais je dirais que c'est l'évocation des valeurs. Je pense que le contenu a joué, plus qu'on le croit. Vous avez raison, mais je me suis mal exprimé, donc comme M. Greenspan qui disait que si on avait compris, c'était mal exprimé. Non, je voulais simplement dire que ça n'était pas l'image des personnes, simplement, c'est l'image des problèmes. C'est-à-dire que vous exposiez sur le devant de la scène un problème, vous en traciez un dessin, et ce problème était considéré comme posé. Donc en réalité, pour poser un problème, il faut apporter des solutions aussi. En tout cas, bien sûr. Des bonnes solutions. Ça c'est, vous savez, et ça on pourra en discuter pendant des heures, c'est tout le problème de la loi médiatique, avec le côté la petite phrase, etc., qui est hélas, qui fait partie consubstantielle je dirais, du piège médiatique, enfin, de la loi du genre. Bon, pour l'histoire du Fouquet, oui, effectivement, je crois qu'il aurait pu aller aussi ailleurs. Cela dit, je me demande si, tout simplement, c'est assez idiot, comme il y avait le rassemblement à la Concorde. Oui, c'était pratique. Il sortait de là-bas, je crois que c'était pratique. Mais effectivement, il aurait pu choisir un symbole peut-être moins voyant. Et les symboles, c'est très important, parce que un président de la République est ce soir-là sous les yeux de 25 ou 30 millions de téléspectateurs, donc tout ça est important. Cela dit, on ne lui en fera pas grief éternellement, c'est un des aspects passagers de cette campagne. Alors nous allons aborder maintenant une période que personnellement je trouve passionnante. La position que nous avons prise a consisté à recommander de voter Sarkozy, non pas que nous ayons une adhésion complète à ses propos et encore moins une confiance aveugle dans ce qu'il pourrait faire, mais parce que il nous a semblé qu'il fallait pousser ceux qui ont décidé de s'engager sur une certaine voie jusqu'au point où soit ils feront ce qu'ils ont décidé promis de faire, soit ils trébucheront et ouvriront la voie à ceux qui feront vraiment des réformes. Voilà à peu près l'analyse que nous avons faite. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce type d'analyse. Est-ce qu'elle vous paraît un peu, peut-être cynique, un peu, non? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'il faut toujours pousser, si vous voulez, dans la voie des réformes, parce qu'on sait très bien que, encore une fois, on l'a dit, on en a parlé, c'est que c'est la réforme ou le chaos. Je ne dis pas que c'est moi ou le chaos, comme disait le général, c'est la réforme ou le chaos. Ça, c'est très très clair, que si les réformes ne sont pas faites en France, on va, encore une fois, on l'a dit, devant des affrontements dont nul ne pourrait prévoir l'issue. Écoutez, Sarkozy, c'est très simple. Moi, sans faire de prédiction et sans jouer à Madame Soleil, je pense que législative, il aura de quoi gouverner. Normalement, c'est ce qui est. Je pense pas que les Français vont faire la cohabitation, en tout cas en 3 semaines. Hein. Sauf s'il commet des erreurs d'ici là, ce qui peut arriver. Sauf s'il, voilà. Mais disons qu'on peut parier qu'il y aura quand même, il aura de quoi faire. Voilà. À partir de là, écoutez, s'il ne fait pas, eh ben, moi le premier qui a eu tendance à dire qu'il allait dans le bon sens, mais je crois que nous serons très nombreux à dire attention, on vous a donné un mandat, il a eu un mandat clair au présidentiel, je pense qu'il aura un mandat assez clair aux législatives, à ce moment-là, il n'a pas le choix. Alors effectivement, c'est pas un faiseur de miracle, on va pas lui demander de tout faire comme ça, il n'y a pas de baguette magique, ça se saurait s'il y avait des solutions miracles. Il n'y a que Ségolène qui peut marcher sur l'eau. Mais autrement, bon, en revanche, je crois que, comme je vous ai dit,
Tout le problème est de savoir si, économiquement, socialement et du point de vue des valeurs, est-ce qu'il engagera très vite les 3 ou 4 projets, lois qui montreront qu'il est sur le bon chemin. S'il le fait, je pense que là, on s'en apercevra assez vite. Encore une fois, un service minimum et autres. Bon. S'il ne le fait pas, s'il ne se passe rien, je crois que là, comme vous dites, j'espère, mais je vais vous dire, le problème, quand vous dites, laissera à voix à d'autres. Tout le problème, et là on revient à un problème de majorité. Voilà. Et à qui? Parce que le problème en France, c'est que vous devez avoir une majorité qui vous suive. Et c'est là où on revient au problème que vous avez posé, mais tout est en boucle et c'est normal. Est-ce que les Français sont prêts à un changement de mentalité, véritable ou pas? Encore une fois, mon optimisme me fait dire que c'est ouvert. Je vais vous dire, je ne vous aurais pas dit ça avant de voir la participation. Moi, ça m'a quand même beaucoup frappé. Et que normalement, le discours sarkozien était quand même moins séduisant que le discours royaliste qui consistait à dire, écoutez, moi je veux une France apaisée, je m'occuperai de tout le monde, je ne laisserai personne sur le bord du chemin. Sarkozy qui disait, ah ben il faut travailler, faut être là, sans dire qu'il a joué au père Fouettard, mais enfin il allait assez fort dans le volontarisme. Donc qu'une majorité de Français soit prêts à écouter cela est plutôt une bonne chose. Maintenant, encore une fois, tout va se jouer, comme vous dites, non seulement dans les 100 jours, parce que c'est vrai qu'il y a un état, non pas un état de grâce, il n'aura pas d'état de grâce, ça c'est clair. Mais vous savez, ce qui joue pour lui aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens ont voté Ségolène Royal par anti-sarkozysme. Il y a eu le phénomène du tout sauf Sarkozy, qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais il y a eu. Beaucoup de gens ont voté Bayrou, parce qu'ils pensaient que Bayrou était le seul qui pouvait battre Sarkozy. Pas oublier ça. D'ailleurs, c'est vrai, ça c'est amusant, l'ironie du sort. C'était vrai d'ailleurs. Oui, parce que si Bayrou était au second tour, Bayrou battait Sarkozy. Oui. C'est clair. Parce que l'alliance du tout sauf Sarkozy pouvait se faire autour de Bayrou et pas autour de Royal. Voilà. Et là aussi, c'est l'ironie de l'histoire et ce que Hegel appelait les ruses de la raison. Alors effectivement, nous sommes maintenant face à une situation qui va très vite s'éclaircir. C'est l'intérêt d'ailleurs de ce genre de situation. C'est presque les 3 unités du théâtre classique, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Nous allons les avoir très vite. Et c'est également ce qui caractérise les périodes charnières de l'histoire. Les choses vont se passer comme ça. Alors, dernier point que nous aborderons assez rapidement, et c'est celui de votre activité la plus fondamentale, c'est-à-dire la presse, l'observation, les médias. Est-ce que vous pensez que la presse, au cours de ces temps-ci, brièvement, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, a vraiment bien rempli son office, ou est-ce qu'elle s'est quand même abstenue de poser les questions, ou en tout cas de pousser les candidats plus loin qu'ils n'auraient voulu aller? Écoutez, moi je crois que la presse et les médias en général, parce qu'on parle de la télévision et de la radio et de Internet, qui, comme vous le savez, on est bien placé pour, dans notre discussion, joue un rôle de plus en plus important. Moi, je crois, franchement, que, en tout cas, même avec les directions, les préférences, les partis pris, etc., je crois que les problèmes ont été posés. Moi, j'ai été vraiment frappé parce que je lis, je suis un papivore, comme tout le monde, et puis je regarde la télé, je surfe sur Internet, etc. J'ai été frappé par 3 choses. Primo, le nombre de débats entre spécialistes, entre autres, etc. Mais pas entre candidats. Pardon? Pas entre candidats. Non, pas entre candidats. Il n'en a eu qu'un. Pas en candidat, mais disons spécialiste. Deuxièmement, par la vivacité des internautes. Par exemple, le moindre article de Libération et ailleurs, vous aviez 140 réactions, et quand vous surfez là-bas, vous voyez qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Donc les gens passionnés par tout ça. Et troisièmement et surtout, je dis qu'il y a eu connaissance, en tout cas, de ce que ces gens-là voulaient faire. Et donc, je crois quand même que tout compte fait, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, on peut beaucoup moins facilement faire passer des vessies pour des lanternes qu'avant. Et je prends un exemple, et je sais qu'il y a un peu de gens. Vous savez, quand il y a eu l'histoire des bébés handicapés, des handicapés pour lesquels Ségolène a fait son fameux coup de colère. Bon. Le lendemain matin, je discutais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'au studio de Reichmann.fr. C'est bien ça? Reichmann TV. Pardon, Reichmann TV. Bon. Eh bien, moi, j'étais frappé. Il m'a raconté, il m'a dit, mais moi, le lendemain, j'ai écouté sur Internet et dans les radios les parents des handicapés, il dit c'est faux. Donc les gens aujourd'hui ils réagissent très vite. Ils ne pouvaient plus leur raconter des histoires. Alors nous allons
clore cette émission sur votre projet imminent maintenant. Vous allez publier un livre sur l'élection présidentielle chez Michalon à la fin du mois de juin. Le titre est déjà choisi? Le titre, non, je pense que je l'appellerai La farce tranquille. La farce tranquille, magnifique titre. Eh bien, nous réservons bien sûr de vous inviter à nouveau à l'occasion de la publication de ce livre, et que nous lirons avec passion, comme à chaque fois que vous publiez quelque chose. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je souhaite vous retrouver très prochainement sur nos lignes, si je puis ainsi m'exprimer. Et en attendant, merci André Berkoff de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Et j'espère, madame, mademoiselle, monsieur, que nous nous reverrons très prochainement. En attendant, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.